Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va démarrer d'abord par notre Focus, une initiative, vous savez que notre partenaire le Clémy a lancé. Ça s'appelle La famille tout écran, c'est votre série préférée. Je sais aussi que c'est la série préférée de Lisa de Bernard. Oui, elle attend ça avec impatience. Éclairage utile, conseils pratiques sur l'utilisation du numérique au sein des familles. On découvre ça dans un instant. Et puis après, on passe avec vous, Lisa, évidemment. Elle a toujours une idée derrière la tech. C'est quoi votre idée aujourd'hui, Lisa ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de Airbnb qui innove et étend ses services en ne proposant plus uniquement des logements, mais aussi des services à domicile. Merveilleux, on regarde ça dans un instant avec vous. Et puis, parler en public, expliquer, convaincre, voilà ce qu'on demande aujourd'hui à des lycéens de 17 ou 18 ans, sans souvent vraiment d'ailleurs leur avoir appris à le faire. Alors, le grand oral, épreuve reine du baccalauréat, continue de faire trembler plus d'un élève, mais aussi d'interroger bien sûr notre rapport à l'oralité et à la confiance en soi. Et si l'intelligence artificielle pouvait tout changer? On va se poser la question avec notre invité, justement, Thibaut Arnoux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le cofondateur et président de Toticia. On en parle dans un instant, juste après le Focus. D'abord, pour sensibiliser les enfants et les parents à l'utilisation du numérique au sein des foyers, le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran qu'on découvre tout de suite. Allez, autre sujet maintenant. C'est vrai qu'on a longtemps appris à écrire, et ce, dès le plus jeune âge, mais rarement à parler, à s'exprimer. Et pourtant, justement, c'est souvent l'oral que tout se joue, un entretien, une orientation, une prise de parole qui peut parfois faire bousculer un avenir. Alors aujourd'hui, l'école tente de se rattraper, et notamment de rattraper ce retard avec l'épreuve du grand oral du baccalauréat. Mais comment bien s'exprimer quand on a peur du regard des autres, quand on n'est pas forcément à l'aise, quand on est un peu timide aussi? L'intelligence artificielle, vous allez le voir, rentre dans l'arène, non pas pour remplacer, mais pour accompagner les élèves, pour inviter aussi les jeunes à oser. On va en parler avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. On en parle avec vous, Thibaut Arnoux. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Totis. Totis, que vous avez fondé à partir d'un constat d'opacité dans l'orientation. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en creusant un petit peu ce sujet-là ? C'est vrai que l'orientation aujourd'hui, c'est un sujet qui est vaste. 25 000 formations sur Parcoursup. Ouais. Et pour autant, on a toujours du mal à visualiser vraiment la formation qui est faite pour soi, à se renseigner, à avoir les bonnes informations. On est souvent dans le flou sur les diplômes, les grades, ce qui est reconnu par l'État ou ce qui ne l'est pas, sur les passerelles aussi, et puis même derrière sur les liens avec les métiers. Ouais. C'est vrai que nous, on est parti de ce constat-là en disant qu'il faut qu'on modernise l'orientation aujourd'hui en France, et on le fait à travers des contenus viraux, notamment sur TikTok, Instagram, YouTube et un site internet. Site internet, on va en parler, intelligence artificielle aussi dans un instant. Vous avez aussi choisi de développer donc un outil spécifiquement dédié à l'épreuve du grand oral. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, déjà le grand oral, c'est une épreuve phare aujourd'hui en terminale. Ouais. Coefficient 10 pour les bacs généraux, 14 pour les bacs technologiques, donc c'est une épreuve qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et en même temps, il y a une forte appréhension des jeunes, puisqu'il faut s'exprimer à l'oral, vous le mentionnez, et les jeunes ne sont pas forcément habitués aujourd'hui à prendre la parole en public, devant un jury, ils n'ont pas été formés. Et en plus de ça, le grand oral, c'est une épreuve qui a finalement assez peu de recul. Aujourd'hui, on a peu de recul sur le grand oral, les règles du jeu ont changé plusieurs fois. Aujourd'hui, il n'y a plus la question d'orientation. Donc c'est une présentation quand même qui est longue de 10 minutes, et on a voulu accompagner les jeunes en proposant une IA gratuite qui va leur permettre de visualiser d'une part le sujet, la problématique, et de répondre aux questions potentielles du jury. Donc la philosophie pédagogique derrière cet outil du grand oral, c'est ça, c'est sortir les élèves de la timidité, les aider aussi, parce qu'en fait on ne prépare pas vraiment les élèves justement dans le cadre scolaire à cette épreuve-là, et plus au-delà de cette épreuve bien sûr, à leur avenir professionnel et personnel. C'est ça. Alors évidemment, l'IA ne sera pas devant le jury demain, donc c'est pas là-dessus qu'on va forcément être les plus utiles. Là où vraiment l'IA va être utile, c'est sur problématiser le sujet, trouver un sujet qui nous correspond, le problématiser, trouver une bibliographie pertinente et derrière se préparer aux questions récurrentes du jury, parce qu'on le remarque, généralement ce sont à peu près les mêmes questions qu'on pose le jour J. D'accord. Donc comment concrètement, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner, on met son profil ou le sujet du grand oral et derrière on nous pose des questions. C'est ça, on rentre ses spécialités au lycée, donc par exemple HGGSP et SES, on essaye d'expliquer à l'IA quels sont les chapitres qui nous ont le plus plu, en tout cas les thèmes qui nous intéressent le plus dans l'année, et à partir de ça, l'IA va d'une part vous proposer les sujets pertinents. Une fois que vous avez ciblé un sujet qui vous intéresse, là on va vous proposer un plan, une problématique, et puis derrière une bibliographie avec les référentiels EduSchool,
l'école et les programmes de l'éducation nationale pour être sûr que ça reste dans le clou des programmes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Thibaut, que l'intelligence artificielle démocratise la préparation à l'oral, notamment pour ceux qui n'auraient pas forcément accès à des cours particuliers? Apprendre l'oral, on le voit et vous nous le répétez effectivement, ce n'est pas toujours ce qu'on fait de mieux ou le plus dans le cadre scolaire. C'est ça, et surtout le grand oral, là où c'est entre guillemets problématique, c'est que c'est une épreuve qui passe au second plan la plupart de l'année. Et du coup, les jeunes ont finalement souvent que le mois de mai pour se préparer. Et là, tout d'un coup, se professionnaliser à l'oral, être crédible. Parfois, certains n'ont pas les codes non plus. Comment est-ce qu'on s'exprime à l'oral? On ne s'exprime pas de la même façon devant un jury qu'entre ses amis de classe. Tout à fait. Faut être capable aussi de rebondir, de creuser un sujet. Et donc, c'est là où vraiment on va essayer, nous, avec le sujet de l'IA et le recul aussi d'experts du grand oral qui nous ont accompagnés, de proposer les meilleures options pour le jour J. Est-ce que vous aidez aussi à gérer le stress, la posture orale? Alors ça, en toute franchise, l'IA est encore peu habitué à le faire. Enfin, en tout cas, il reste difficile. On peut donner des conseils génériques. Moi, je conseille vraiment aux jeunes de s'entraîner, de se mettre devant ses parents ou ses proches et de s'entraîner en réalité. Là, l'IA, honnêtement, on ne peut que donner des conseils génériques. Elle ne peut pas encore faire office vraiment de jury, mais ça viendra certainement. Je me tourne vers vous maintenant, Lisa. On exerce toutes les deux à peu près le même métier. Journaliste, présentatrice, chroniqueuse. Prendre la parole à l'oral, ça n'a peut-être pas toujours été facile pour vous. Non, c'est ce à quoi j'étais en train de réfléchir justement en vous écoutant, c'est que je me disais que moi, lors de mon parcours scolaire, quand j'étais au lycée, de parler, de prendre la parole, c'était extrêmement difficile. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé toute seule, mais une fois que je suis sortie du parcours classique, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement bénéfique aujourd'hui pour les jeunes d'avoir des outils à leur disposition. Et j'aurais bien aimé les avoir à cette époque. Comment vous les avez travaillés, justement, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent? Écoutez, c'est passé énormément par la discussion avec mes amis, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai pris confiance en fait au cours de débats, parce qu'en grandissant, je crois qu'on aborde de plus en plus de sujets sérieux. Et là où au début j'étais peut-être un peu plus en recul, où je n'osais pas donner mon opinion, et peu à peu, entourée de personnes qui m'étaient chères et avec lesquelles j'étais en confiance, j'ai pu apprendre à développer ces capacités-là. Mais ça s'est vraiment fait en dehors de l'école, donc c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est qu'il y a un problème, comme quoi tout est possible, puisqu'aujourd'hui elle est hyper à l'aise, justement, Lisa de Bernard. On a dit donc difficulté aujourd'hui pour l'intelligence artificielle à gérer le stress, la posture orale. On se concentre plus donc sur le contenu, de ce que je comprends aujourd'hui. Est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, Thibaut, à parler en public comme on apprend aujourd'hui à écrire, à calculer L'oral reste quelque chose de difficile, puisque pour moi, ça ne se décrète pas. C'est vraiment un travail qui se fait au fil de l'eau, au jour le jour. Faut apprendre à essayer de limiter l'autocensure. Je pense qu'il y a vraiment un sujet aujourd'hui, on le sous-estime beaucoup, et notamment via le grand oral, c'est l'autocensure. C'est des jeunes qui se disent, mais moi, je ne me sens pas capable, pas légitime de m'exprimer devant un jury, devant des professeurs. Et d'une part, je n'ai pas été habitué, mais d'autre part, ce n'est pas quelque chose qui est commun dans ma famille, qu'on s'exprime comme ça en public, etc. Il y a vraiment des leviers pour moi aujourd'hui d'autocensure qu'il faut lever. Et après, derrière, vraiment travailler, comme vous le disiez très bien, au jour le jour. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est un cas particulier, encore plus particulier en tout cas pour les jeunes filles, notamment. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est plus difficile pour une jeune fille de prendre la parole aujourd'hui? Naturellement, et je pense que toutes les enquêtes et tous les travaux le montrent aujourd'hui, il y a une autocensure qui est plus importante chez les jeunes filles, et on le retrouve et dans la capacité de se mettre en avant, dans la prise de parole en public, mais aussi sur l'orientation. Aujourd'hui, on le voit, les jeunes filles se tournent moins vers les sciences, moins vers certaines écoles, d'ingénieurs notamment, parce qu'elles se sentent moins légitimes. Il y a ce phénomène d'autocensure, il y a aussi parfois des préjugés sur les filières. Et donc il faut qu'on travaille tous collectivement, ministère, médias, écoles, établissements, pour essayer de lever ces biais. Est-ce que vous travaillez avec eux, justement, le ministère, le gouvernement ? On essaye vraiment de moderniser aussi l'image de certains cursus aujourd'hui qui sont identifiés comme, donc là je fais le pont avec l'orientation, qui sont parfois réservés aux hommes. On a le sentiment par exemple que l'école d'informatique ou une école d'ingénieur c'est réservé aux jeunes hommes, alors qu'effectivement c'est tout le contraire. On a besoin de jeunes filles aujourd'hui et moi je reprends les mots de la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, on serait dans un monde difficile si demain les intelligences artificielles sont codées que par des hommes. Voilà, il faut vraiment que les jeunes filles se saisissent de ce sujet-là. Ça vous fait rire, Lisa? Rire jaune, en tout cas. Mais bien sûr. La perspective est inquiétante. Donc Il y a encore un peu de boulot à faire sur le sujet. Bon, en tout cas, on est à peu près sûr et à peu près convaincu de votre point de vue. L'oral reste le parent pauvre de l'enseignement secondaire aujourd'hui.
Clairement. Et en plus de ça, il y avait une ambition qui était quand même bonne avec l'introduction de cette nouvelle épreuve, le grand oral, mais ça n'a pas été vraiment bien suivi, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une épreuve qui reste au second plan toute l'année et qui seulement, dans les derniers jours avant les épreuves, là, ça devient la priorité. Alors que je pense que la philosophie du grand oral était, on va essayer d'emmener les jeunes tout au long du lycée vers l'oral et il y aura cette épreuve qui sacralise un peu les travaux des 3 années. En réalité, c'est plutôt, on se concentre sur les enseignements de spécialité, le quotidien, et à la fin, il y a ce truc-là qui arrive, et les 2 dernières semaines, on se met en urgence dessus. Parce qu'on a quand même fait tout un paquet sur cette épreuve du grand oral. C'est vrai. On peut comprendre aussi parfois la déception des enseignants et même des élèves qui, pour certains, ont été ravis de cette annonce, de cette nouvelle épreuve. Et d'autres, en même temps, qui se disent moi, je ne suis pas du tout à l'aise à l'oral. Et en même temps, à l'école, on ne m'apprend pas à être à l'aise. Et donc, ils se tournent peut-être vers des plateformes comme les vôtres. Exactement. C'est toujours le problème entre l'annonce politique qui est censé changer les choses. Et derrière, la réalité sur le terrain, on voit que les profs, ils sont dans leur quotidien. Les lycéens aussi, il y a Parcoursup, il y a les épreuves, le bac, les moyennes. Et finalement, le grand oral, même si ça représente quand même un coefficient important, je le disais en introduction, c'est pas ça qui va changer concrètement toute la scolarité. Il y a encore un peu de travail. Mais justement, vous y attelez. Notamment avec l'intelligence artificielle. On va continuer à en parler, bien sûr, dans un instant. On va parler aussi de votre média sur les enjeux d'orientation. Là aussi, vrai sujet, surtout en ce moment pour les jeunes. On continue à en parler dans un instant, juste après un petit tour, bien sûr. Oui, c'est ça, du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Allez, on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Thibaut Arnoux. Juste avant de reprendre nos discussions sur l'orientation, sur l'intelligence artificielle et bien d'autres, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Vous aviez peut-être l'habitude de réserver votre logement sur Airbnb pour vos vacances ou vos week-ends improvisés. Et bien bientôt,
mesdames et messieurs. Vous réserverez peut-être aussi votre coiffeur, votre traiteur ou même votre masseur à domicile. Vous nous faites rêver, Lisa, on aimerait bien. C'est en tout cas ce que propose la plateforme qui se lance dans les services à domicile. Alors, est-ce que c'est un simple gadget ou une véritable révolution des usages ? Bon, on va faire le point avec vous, Lisa. Et oui, la plateforme continue d'évoluer, Philippine, pour nous faire rêver, parce que c'est pas moi qui le fait, c'est la plateforme qui nous fait rêver. Vous ne me massez pas, donc. Voilà, non, pas encore. On passera. Elle a lancé donc officiellement Airbnb Service, une nouvelle offre qui permet de réserver donc des prestations à domicile, comme vous le disiez, ou dans un logement que vous réservez, parce que c'est quand même le principe de Airbnb à la base, ouais. Et le tout dans plus de 260 villes à travers le monde, dont Paris, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux. Et parmi les prestations proposées, vous le disiez, il y a la coiffure, le massage, le traiteur, le chef privé, le coaching sportif, le maquillage, la photographie professionnelle. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, le tout directement donc depuis l'application Airbnb, comme lorsque l'on réservait un logement. Ça me paraît d'être quand même un changement d'identité assez fort pour Airbnb, non ? Oui, complètement. Hein. Et là, le but, c'était d'élargir sa mission initiale, se sentir chez soi partout dans le monde, en cherchant à reproduire en fait l'expérience d'un hôtel, mais à domicile. Il s'agit donc de concurrencer les standards du luxe et du confort hôtelier en y ajoutant la flexibilité du service à la demande. Airbnb assume cette stratégie, rapprocher les locations entre particuliers de ce que propose un hôtel avec des services à la carte et en même temps pas que, puisque ces services sont aussi, je le rappelle, réservables chez soi, ce qui élargit encore un petit peu plus les ambitions de l'entreprise. Oui, ça change tout effectivement. Alors, comment ça fonctionne très concrètement pour les utilisateurs ? Eh bien, c'est très simple. En quelques clics, vous pouvez réserver un professionnel pour une intervention. Chaque prestataire est sélectionné sur dossier avec une vérification de l'expérience, au moins 10 ans, une certification et bien évidemment des avis clients. Les prix sont affichés à l'avance et tout se passe via la plateforme, le paiement, la planification et également les évaluations. Alors, d'autant plus que c'est pas tout. Airbnb remet en avant ses expériences, c'est ça ? Exactement. En parallèle de Airbnb Service, la plateforme relance officiellement son offre Airbnb Expérience qui avait été interrompue pendant la pandémie. Alors attention, en revanche, quand je dis interrompue, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'il était toujours possible de réserver des activités via Airbnb, mais c'était plutôt l'ajout de nouvelles prestations qui avaient été suspendues, tandis que certaines sur la plateforme avaient déjà été retirées. D'accord. Toujours est-il que l'offre a donc été relancée officiellement et l'idée c'est de proposer des activités immersives avec des locaux, par exemple un atelier cuisine à Rome, une initiation au surf à Lisbonne ou encore un shooting photo dans les rues de Paris. En France, ce sont plus de 1100 expériences qui sont disponibles. À noter qu'un volet luxe également se développe avec certaines activités animées par des figures publiques. Par exemple, la volleyeuse olympique Carole Solberg propose des sessions sportives à Rio. Voilà, ça vous fait rêver, non ? Ça me fait rêver. On part ensemble ? Allez, c'est parti tous les trois en vacances à Rio avec Carole Solberg. Moi, ça me va bien, ce programme. Ça me va bien. Bon, d'ici là, on a quand même une émission à terminer et puis surtout, on parle d'un sujet important. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et bien sûr, merci beaucoup Lisa pour cette chronique. On lance la deuxième partie du talk avec vous, toujours Thibaut Arnaud. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président de Totis. On a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de la nécessité, bien sûr, de se préparer pour le grand oral du bac. On a dit que forcément, pas apprendre à parler en public comme on peut apprendre à écrire ou à calculer. Est-ce qu'aujourd'hui, un bon communicant, Thibaut, a plus de chances de réussir dans la vie, dans les examens, dans sa vie professionnelle, indépendamment de ses résultats scolaires ? Tout ça pour ma question derrière, bien sûr, c'est de montrer l'importance de l'oral aujourd'hui dans notre société. Je pense que oui, quelqu'un qui s'exprime bien naturellement va peut-être plus à même de réussir un oral et puis derrière un entretien, etc. Après, il faut toujours faire attention aux beaux parleurs ou aux gens vraiment qui font que ça depuis toujours. Moi, ce que je pense, c'est que l'oral est aujourd'hui important. Et malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, mais il doit être au centre aujourd'hui dans un certain nombre d'études. On voit aussi en médecine, notamment avec l'arrivée des oraux de médecine en fin de première année, quand on doit choisir son cursus, il y a un oral de médecine qui pose question. Oui. Et c'est vrai qu'on se rend compte, et c'est un sujet presque philosophique, c'est est-ce qu'un médecin doit être quelqu'un qui est excellent à l'oral ou pas ? Et d'ailleurs, il y a eu des biais, et il y a pas mal de discussions aujourd'hui au sein des universités là-dessus, sur la question de l'oral. Mais voilà, pour synthétiser ma pensée, je pense que oui, c'est important de bien s'exprimer
s'exprimer, mais attention à pas trop non plus mettre l'oral avant tout, parce que derrière, quelqu'un de timide qui s'autocensure risquera d'être lésé. Toujours, effectivement. Alors, dans un monde du travail, à quel point les compétences orales sont devenues essentielles? Est-ce que vous le remarquez, notamment auprès des employeurs, peut-être, qui vous disent, oui, effectivement, un jeune qui ne sait pas forcément bien s'exprimer, c'est plus compliqué pour le recrutement? C'est ça, et par exemple, c'est ce qui explique pour moi la réussite aussi des grandes écoles de management. C'est qu'aujourd'hui, on a ce qui fait que souvent la réussite de ces écoles-là, c'est qu'on a quand même appris derrière à ces capacités de soft skills, qu'on appelle, de capacité à s'exprimer en public, et derrière qui font que la carrière est plutôt sur une pente ascendante, parce qu'on est capable de gérer, de manager des équipes, on est capable d'interagir avec différentes personnes d'orientations différentes, oui. Etc. Là où peut-être que des gens qui ont un aspect très technique d'un métier vont être moins capables de sortir de leur périmètre et de travailler en horizontalité. Donc oui, je pense que aussi dans le monde du travail, c'est important. Il y a encore un peu de choses à faire, effectivement. Alors, on voudrait parler avec vous aussi de l'orientation, puisque vous avez lancé un conseiller d'orientation IA, une sorte de prédicteur Parcoursup, de ce que je comprends. La logique globale derrière cet outil-là, c'est quoi? C'est justement d'aider aussi dans la démarche d'orientation des jeunes? C'est ça. En réalité, on a lancé plusieurs outils. On a lancé vraiment le conseiller d'orientation par IA, qui s'appelle Toticia, qui est le produit phare, où là vraiment l'objectif c'est vraiment d'être un conseiller d'orientation. Donc on va permettre aux jeunes, en fonction de ses spécialités au lycée, de ses appétences, de sa région, d'identifier les formations qui l'intéressent sur Parcoursup. Ouais. Donc ça c'est vraiment un travail qu'on mène, parce qu'en fait on a mis en base, si vous voulez, tous les open data Parcoursup. Et donc en fait ça va vraiment permettre aux jeunes de visualiser les formations qui l'intéressent. Parce que vous le savez, un des sujets aujourd'hui dans l'orientation, c'est que le jeune ne voit l'orientation post-bac que par 3 ou 4 filières. Le droit, l'ingénieur, commerce, et puis après ça, on ne sait pas, alors qu'en réalité, il y a 25 000 formations. 25 000 formations, on ne sait pas trop où donner de la tête. Et l'idée de cette IA, c'est vraiment d'aller travailler, d'aller chercher la bonne formation qui nous convient dans la région. Et de l'autre côté, on a aussi lancé un prédicteur Parcoursup pour aussi mieux permettre aux candidats de visualiser ses chances d'admission. Parce qu'aujourd'hui, le vrai sujet aussi, c'est la lucidité. C'est-à-dire que je vais postuler dans des grandes prépas, dans des grandes formations, Sciences Po, Henri IV, et je ne vais pas me rendre compte qu'en fait, je me mets en risque. Parce que ce sont des formations extrêmement sélectives. Et donc là, il faut absolument que nous, on puisse déterminer si oui ou non, vous avez des chances d'intégrer ces formations-là. Tout à fait. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous voyez l'impact de l'intelligence artificielle sur le parcours de ces jeunes, sur leur choix? Est-ce que vous avez déjà des retours, peut-être? Ça permet, en tout cas nous, notre communauté est très satisfaite de ces outils, puisque ça leur permet vraiment d'élargir leur horizon. C'est-à-dire que souvent on se dit, je veux travailler dans le droit, il y a la fac de droit, alors qu'en réalité il y a plein d'autres formations qui mènent au métier du droit. Tout à fait. Il y a des prépas, il y a des BTS, il y a des IUT, et en fait ça permet de se dire, ok, si je ne suis pas fait pour la fac, je peux quand même m'orienter vers ces métiers-là. Oui. Là où souvent le prof, et je caricature un peu, mais va dire, la fac de droit c'est pas fait pour toi, il faut être autonome, choisis autre chose. Non, il y a des options qui permettent à tous les jeunes aujourd'hui d'arriver finalement à leur métier de rêve, ou en tout cas à un secteur voulu, sans forcément passer par ce qu'on imagine, ce que le grand public imagine. Est-ce que c'est la fin des conseillers d'orientation? Vous allez tous les mettre au chômage? Non, je vais me mettre des gens à dos. Non, vraiment, l'objectif pour nous, c'est vraiment de rester dans la complémentarité. Je ne pense pas que l'IA remplacera vraiment le conseiller d'orientation en tant que tel. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il permettra d'être tout le temps partout. Voilà, le problème des conseillers d'orientation, c'est qu'ils n'ont pas dans tous les lycées. Il y a des coachs privés, mais qui sont assez onéreux, que toutes les familles ne peuvent pas s'offrir. Donc nous, on permet vraiment gratuitement d'être accessible partout, tout le temps, et avec des données très fiables, puisque ce sont les Open Data Parcoursup, Open Data Mon Master, enfin ce sont des données publiques. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. C'est ça. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, on a fait rentrer les Open Data donc du ministère, Parcoursup, Mon Master, et puis après toutes les données TOTIS, mais qui sont validées via nos conventions par les associations de professeurs de prépa, par les proviseurs, par les universités publiques, via notre convention avec France Université, ce qui garantit vraiment la fiabilité des conseils, parce qu'on peut se dire ça aujourd'hui, quand on utilise ChatGPT, parfois il y a un phénomène d'hallucination. On s'en rend compte, on se dit, ok, il me propose des choses, mais il invente un campus, il invente une formation, elle n'existe pas. Nous, on a vraiment fait le travail de se dire, dans notre base de données, on met seulement des données qui sont vérifiées, fiables, et donc voilà, comme je le disais, via Parcoursup ou Mon Master. Et donc ce qui permet vraiment aux jeunes aujourd'hui de ne pas avoir d'hallucination et vraiment de se projeter en fonction des attendus. Ça aussi, ça change tout. Autre sujet dont je voulais parler avec vous aussi, bien sûr, puisque vous en êtes au cœur, c'est le marché EdTech aussi. Comment vous percevez l'évolution de ce marché EdTech en France depuis la crise
du Covid, vous qui êtes là depuis quelques années? On remarque deux choses. Je pense que la première, c'est il y avait certaines personnes qui avaient enterré certaines entreprises à l'issue du Covid. Nous, c'était le cas un peu pour Totis, parce que nous, Totis, on est arrivé pendant la crise sanitaire et on nous avait dit, le jour où il y aura le retour des salons, le jour où il n'y aura plus besoin de digitalisation, vous ne serez plus là. Et c'est vrai que nous, nos concurrents nous le disaient souvent en disant, profitez bien du Covid, parce que derrière, ce ne sera pas possible. Et en fait, non. On a quand même changé les habitudes. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément envie d'aller en salon, parce que ce sont souvent en gare bruyants, etc. En tout cas, ils peuvent s'y perdre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, être sur un site, une plateforme ou être depuis chez soi sur les réseaux sociaux, ça permet de faire des choix d'orientation peut-être un peu plus posés avec ses parents, où on réfléchit, où on a ses IA. On n'est pas forcément en train de nous vendre une formation de manière excessive, de manière commerciale, où on est vraiment derrière. Et donc après, pour répondre à la deuxième partie de la question, on remarque quand même une croissance, pour nous en tout cas sur le domaine digital de règle générale, en tout cas sur le domaine de l'enseignement supérieur et de l'éducation. En tout cas, les plateformes continuent de venir dans notre secteur. La question, c'est sur une maturité de marché à horizon 3, 4, 5 ans, quelles sont les plateformes qui resteront? Tout le sujet, effectivement. La France, est-ce qu'elle est en retard ou en avance sur l'intégration justement des outils EdTech avec l'intelligence artificielle par rapport à d'autres pays? Quel regard vous portez là-dessus? Je pense qu'on reste dans la course. En tout cas, nous, aujourd'hui, sur l'enseignement supérieur et l'éducation, ce que je connais de mieux, ce qu'on propose, c'est aujourd'hui en phase avec ce qui est proposé dans d'autres pays. Après, il faudra voir les évolutions. J'ai cru comprendre que Mistral était en léger retard sur d'autres opérateurs aujourd'hui. Mais voilà, il y a des sujets aussi de fond derrière, de qui détient, qui investit, de moyens, de ressources. Je sais que le président Macron s'en est saisi, là, en tout cas en France, pour essayer de lancer des projets importants, notamment avec l'Institut Polytechnique de Paris, essayer d'engager la France dans l'enseignement supérieur et dans cette conquête finalement de l'IA. Il faudra voir. Il faudra voir. Est-ce que vous avez des ambitions internationales aussi ? Alors nous, on a lancé Totis University, qui était vraiment une side project pour permettre aux jeunes, d'une part français qui souhaitent s'orienter à l'international, mais aussi aux internationaux de élargir un peu leur spectre d'orientation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très attendu et qui fonctionne bien. Aujourd'hui, pour moi, le point final, enfin en tout cas, l'endroit où on souhaite emmener Totis dans les prochaines années, c'est vraiment sur une plateforme européenne. Où on pourra trouver ces universités, ces écoles, les comparer aussi, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des jeunes qui hésitent finalement entre Bocconi, qui est de l'autre côté des Alpes en Italie, avec HEC, voilà. Et aujourd'hui avec le système LMD et les ECTS, il y a des équivalences, donc ce qui permet vraiment d'augmenter cette mobilité. Et aussi ce qu'on remarque, c'est qu'Erasmus finalement n'a peut-être pas autant de succès qu'on pourrait l'escompter. En tout cas, il y a encore trop peu de jeunes qui se tournent vers Erasmus, selon moi. Et je pense aussi que ça fera partie des enjeux à l'avenir, de se dire il faut qu'on crée vraiment une plateforme européenne où on pourra faciliter la mobilité étudiante et échanger d'un pays à l'autre. C'est un sujet effectivement qui concerne tous les jeunes, quelque part, cette orientation et notamment cette mobilité. Et surtout les études à l'étranger, vous le disiez, parfois ils peuvent prendre des coachs mais qui sont particulièrement onéreux et vous le proposez. Peut-être juste très rapidement avant de continuer, le prix de Totis, combien ça coûte ? C'est gratuit. Vraiment, Totis, tout est gratuit. C'est vraiment notre engagement. Bon, il faut penser à gagner des sous quand même. Alors, on en gagne. Merci à un modèle média. Merci beaucoup, en tout cas, Thibaut Arnoult, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à vous, Lisa, toujours pour ces chroniques passionnantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme tous les jours, à 12h30 dans School TV, chez School TV, toujours dans l'école du futur, on vous retrouve dès demain. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.